La parole est notre premier lien à l'autre. Mais le langage n'est pas notre seule façon de faire le lien. Bien d'autres moyens de communication non-verbaux entrent en jeu lorsqu'on souhaite établir un contact bienveillant ou non. On parle alors de paralangage. Ce sont nos mimiques, nos gestes, notre sourire. À 24 ans, Antoine perd le contrôle du côté gauche de son visage. Sourire lui devient alors impossible et impensable. Vous écoutez Transfert, épisode 315, un témoignage recueilli par Laura Taouchanoff. En janvier 2019, je quitte Montréal. C'est la fin de mes études. J'entame un stage au Luxembourg. Donc c'est un pays que je connais pas du tout. C'est la première fois que je vais y mettre les pieds. Et en arrivant, assez rapidement, je me rends compte que ça va pas être ce que j'ai connu précédemment lors de mes études au Canada. Donc c'est une ville qui est assez triste, qui est toute petite. C'est beaucoup de gens qui travaillent dans la finance, la banque, etc., des quarantenaires. Donc c'est un peu compliqué de rencontrer des gens de mon âge. Je suis dans une coloc où on est 6, mais pareil, contrairement à ce que j'ai connu, c'est pas une ambiance de folie. Donc rapidement, je m'ennuie un peu. Heureusement, mon stage est intéressant. Je travaille pour une ONG qui me plaît et je m'entends bien avec mes collègues. Mais on n'a pas le même rythme et du coup, ça me permet pas de sortir en dehors du travail, etc. Donc c'est pas la folie. Mon quotidien au Luxembourg, ça se résume à me lever le matin, faire mon quart d'heure de marche, arriver au boulot, faire ma journée qui se passe plutôt bien, et puis rentrer chez moi, me manger un truc devant une série Netflix, et puis aller me coucher super tôt parce qu'en fait, j'ai rien d'autre à faire. Et donc, c'est à ce moment-là que je décide d'installer des applications de rencontres que j'avais désinstallées il y a un moment, pour essayer de rencontrer des gens et de mettre un peu de piment dans cette vie qui est pas la plus divertissante possible quand on a 24 ans. Et donc via ces applis de rencontres, je rencontre quelques mecs, c'est plus ou moins concluant, mais ça permet de passer le temps et de rencontrer des jeunes, le peu de jeunes qu'il y a au Luxembourg. Au bout de quelques semaines au Luxembourg, même si, le boulot se passe bien, les tâches sont intéressantes, je commence vraiment à déprimer. Je le remarque et c'est pas trop dans ma nature, donc c'est un changement assez flagrant. Je suis fatigué, je suis motivé pour rien, le matin, c'est compliqué de me lever alors que, je dors à 22h et je me réveille à 8h30, donc je fais des nuits quand même complètes et voilà, je me dis: «Bon, c'est tout, ça doit être lié au fait que ta vie, elle est vraiment pas passionnante, donc que t'as pas d'énergie pour rien». Ça m'interpelle quand même, assez rapidement parce que je suis quelqu'un normalement d'assez dynamique. À la fatigue s'ajoutent d'autres symptômes. J'ai mal au dos, je me réveille la nuit, je suis, trempé, j'ai des sueurs nocturnes, en fait, ce qui m'était jamais arrivé et je lie même pas ça à des cauchemars et cetera. C'est-à-dire que je me réveille juste la nuit, trempé. Tout va bien, mais j'ai dû suer, pendant des heures et je me réveille, dans cet état-là. En plus de ça, j'ai aussi des problèmes de digestion, je perds un peu l'appétit. J'ai jamais été un gros mangeur, mais voilà, je mange normalement et là, c'est vrai qu'il y a rien qui me donne envie donc je suis dans un entre-deux où je me dis: «Il y a quelque chose qui se passe», je me sens quand même vraiment pas bien, mais en même temps, comme je sais aussi que ça fait des semaines que je suis déprimé, dans cette ville, je me dis: «Bon, ça doit être ça, peut-être une dépression», donc j'en parle, autour de moi. J'ai pas mal de potes à qui je peux parler de ça, assez facilement. C'est ce que tout le monde me dit aussi, voilà, c'est l'hiver, tu es dans un pays, déprimant, tu sors de plein d'années à l'étranger où tu as fait plein de choses, donc forcément c'est un peu un choc. Puis tu rentres aussi dans le monde professionnel, même si ça te plaît ce que tu fais, que tes collègues sont sympas et cetera, il faut aussi le temps de t'adapter peut-être, enfin voilà, tout le monde essaye de me rassurer et c'est vrai que j'ai pas envie d'être, le mec qui se plaint tout le temps. Donc j'essaie de positiver et de me dire que ça va passer. Je continue à partir les week-ends parce que le Luxembourg, le week-end, c'est clairement pas pour moi. Donc je m'évade, je vais rendre visite aux potes que j'ai justement, à Paris, à Lille, en Belgique et cetera. Et en fait, même ces week-ends-là, j'arrive plus à en profiter. Je suis vraiment trop crevé pour poursuivre le rythme de tout ce que mes potes font. Quand je vais en soirée, je suis fatigué au bout de 2 verres et j'ai envie de rentrer et je me force, mais vraiment ça me coûte et je suis pas dans mon état normal. Je suis pas aussi dynamique, je suis pas aussi enjoué que d'habitude. Et du coup, c'est double frustration parce que j'aimerais bien profiter de mes amis et de là où je suis et en plus ça, voilà, ça m'inquiète de me dire que j'y arrive pas en fait alors que j'ai 24 ans et que tout va bien. Et en mi-mars, en fait, j'ai carrément une grippe. Donc ça y est, je suis assez malade pour ne pas aller au boulot, pour décider de rester chez moi cloué au lit, pendant quelques jours. J'ai, 39 de fièvre et je suis plus capable de faire grand-chose. Je me dis: «Bon, il faut quand même que j'aille consulter, en fait», parce que ça fait trop longtemps que je suis pas bien, que ça me frustre et que ça commence à m'inquiéter sérieusement. En plus de ça, j'ai des douleurs au dos.
Et ma mère avait une maladie génétique, du dos qui cause des douleurs, notamment la nuit, ce qui m'arrive également. Et donc j'ai potentiellement le gène et j'ai un peu le profil type des gens qui développent la maladie. Des hommes, jeunes et minces, c'est moi. Donc je décide d'aller consulter pour ça et d'en profiter pour parler de tout ce qui se passe, depuis plusieurs semaines, à mon médecin généraliste. Donc je prends rendez-vous auprès de mon médecin qui est, en France, parce qu'au Luxembourg, c'est un peu compliqué comme j'ai pas la sécurité sociale et cetera et cetera. C'est beaucoup plus simple d'aller voir un médecin en France. Et lui, bon, sur le moment, il m'explique qu'effectivement, je pourrais peut-être avoir, cette fameuse maladie génétique. Donc il me prescrit toute une batterie de tests, pour être sûr, une prise de sang, des radios et cetera, un check-up MST, enfin voilà. Tant que j'y suis, en fait, il me fait un peu la totale et moi, je suis content parce que je suis venu pour ça. Voilà, ça me permettra de voir si, effectivement, il se passe quelque chose ou si tout est dans ma tête et je suis juste pas bien au Luxembourg. Je retourne au Luxembourg et en fait, j'ai un peu prévu de faire ces analyses, une semaine plus tard puisque j'avais pris un jour de congé le vendredi pour revenir, sur Paris, voir des amis. La semaine se passe, tant bien que mal. Comme d'habitude, je suis pas en pleine forme, je me prends des réflexions du type: «Tu maigri» et cetera, alors que déjà je suis pas bien gros. On arrive enfin donc, à ce fameux vendredi. Malgré le fait que je sois encore une fois assez fatigué, je suis quand même content de bouger et donc je profite de la journée où mes potes sont tous au boulot ou à l'école pour aller faire ces examens. Et puis, après tout ça, en fin de journée, dans l'après-midi, je rejoins, une amie au but de Chaumont. C'est la fin du mois de mars et c'est les premiers jours de beau temps. Donc tout le monde est au but de Chaumont, on se retrouve là-bas, on a quelques bières, on discute, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Enfin voilà, c'est vraiment ambiance, tranquille. Et puis au bout d'un moment, je sens la partie gauche de mon visage qui est un peu endolorie, comme si j'avais la sensation des fourmis, des picotements et cetera. Comme je suis un peu parano ces dernières semaines, je demande tout de suite, à Eugénie, l'amie qui est avec moi, «Est-ce que je souris droit? Est-ce que mon visage, il a l'air normal? Il est équilibré?» Et elle me dit: «Non, non, tout va bien, il y a pas de problème». Et vraiment toutes les 10 minutes, je lui redemande: «Mais tu es sûre que tout va bien?» Parce que voilà, j'ai pas mal ou quoi que ce soit, mais je sens vraiment comme si la partie gauche de mon visage fonctionnait au ralenti et ces petits picotements et cetera, enfin voilà. Au bout d'un moment, on est rejoint par une troisième personne, un ami d'Eugénie et on décide d'aller ensemble, dans un bar. Je décide d'aller vérifier par moi-même, en fait, aux toilettes, dans la glace et effectivement, tout est normal. Enfin, on continue un petit peu la soirée mais je suis vraiment, encore une fois, très, très fatigué. Il est vraiment pas tard. On décide de changer de bar. L'ami de mon ami part en skate, un peu à l'avance et ma pote décide de le suivre un peu en trottinant et à ce moment-là, en fait, je me rends compte que j'ai pas la force de les suivre. Mais vraiment, c'est pas que je veux pas ou que j'ai la flemme, c'est que physiquement, je peux pas les suivre, en fait et je peux pas courir derrière eux pour aller à leur rythme. Et à ce moment-là, je me rends compte que, OK, il y a vraiment un problème. Là, il y a un truc qui va pas, c'est sûr. Je suis pas en train de me monter tout un film. Enfin, ça peut pas être juste parce que je suis pas bien, psychologiquement ou quoi que ce soit. C'est ne pas avoir d'énergie comme ça, c'est à 24 ans, il y a un truc qui cloche. Donc je décide de rentrer. Ça me frustre un peu parce que je vois pas souvent, l'ami chez qui je loge, et je veux pas lui gâcher la soirée puisqu'ils sont en train de passer un bon moment et cetera. Donc voilà, je lui dis: «Moi, je vais y aller, je vais rentrer, je suis fatigué, mais reste si tu veux». Il me dit: «Non, non, on se voit pas souvent, je rentre avec toi». Donc on rentre à 2 et on arrive chez elle. Tout de suite, je me change, je me mets en pyjama, puis je vais me brosser les dents parce que j'ai juste qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Et donc je me brosse les dents et au moment quand je me gargarise et que je veux recracher un peu l'eau du brossage des dents, en fait, je contrôle rien. Toute l'eau, enfin, je me bave à moitié dessus. Et là, je relève la tête et j'essaye de sourire dans le miroir et tout mon visage, en fait, part sur le côté. Enfin, j'ai une partie de mon visage qui part d'un côté et l'autre qui tombe, en fait, qui est vraiment vers le bas. Ma bouche est vers le bas, mon œil, ma paupière se ferme plus, je peux plus relever le sourcil. Enfin, j'ai la partie gauche du visage qui est totalement paralysée. Donc à ce moment-là, c'est un peu panique à bord. J'appelle tout de suite ma pote en lui disant, «Viens voir, j'arrive plus à bouger la moitié de mon visage». Enfin, c'est tellement, flagrant et gros que presque elle croit que je fais une blague au début. Elle se rend vite compte que c'est pas une blague. Tout de suite, je me dis, je fais un AVC. Enfin voilà, la paralysie faciale pour moi, c'est tout de suite la première chose qui me vient en tête, c'est l'AVC. Mais heureusement, je connais les autres signes de l'AVC et je suis cohérent. Enfin, j'ai pas un discours, complètement loufoque. Je suis capable de lever mes 2 bras en l'air et cetera. Enfin voilà, ça colle pas non plus totalement, à l'AVC puisque à part cette paralysie faciale du côté gauche, je vais à peu près bien. Donc, de manière assez surprenante, on décide de pas aller à l'hôpital en fait et d'attendre, le lendemain. Je prends un rendez-vous en ligne pour aller voir un médecin généraliste dès le lendemain et puis on décide d'aller se coucher et d'attendre le lendemain en se disant même peut-être que quand je me réveillerai demain, tout ira mieux et mon visage, bougera à nouveau et cetera.
Donc on va se coucher. Je dors évidemment, quasiment pas cette nuit-là. Tout tourne dans ma tête en boucle, j'ai peur presque de me pas réveiller si je m'endors et donc en fait, je vais au rendez-vous médical beaucoup plus tôt que ce qui était prévu en me disant: «Voilà, si, la médecin généraliste que je vais voir a une place, je passerai avant parce qu'en fait, j'ai pas envie d'attendre plus longtemps». Et en fait, dès que la médecin me voit, dans la salle d'attente, elle me dit: «Ouh là, vous passez, tout de suite». Et donc elle me prend en charge et elle est très sympa pour le coup. Elle prend son temps avec moi, elle me fait faire plein de tests et tout de suite, elle me rassure. Elle me dit: «Vous inquiétez pas, vous faites pas un AVC, c'est pas très grave. Vous avez ce qu'on appelle une paralysie faciale, affrigorée, ça s'appelle aussi le syndrome de Bell, enfin il y a ou une paralysie faciale périphérique. Ça arrive à beaucoup plus de gens qu'on ne croit. C'est le nerf facial périphérique qui a été endommagé par une infection, une bactérie. En fait, il y a plein de raisons possibles, mais dans 90 des cas, c'est bénin. En 3 semaines, 1 mois, toute la mobilité de votre visage, va revenir. Donc paniquez pas, je vous prescris quand même des corticoïdes parce que c'est un peu le médicament fourre-tout, mais en gros, ça va aller, vous êtes jeune, vous allez récupérer, voilà. Donc je ressors de là, avec un peu un mélange de, stress et en même temps de soulagement et puis c'est presque drôle aussi à la fois parce que c'est encore quelque chose qui m'arrive, d'improbable. Je suis assez connu parmi mes potes pour avoir toujours des histoires, loufoques, donc c'est une de plus et puis bon, je suis quand même rassuré puisque la médecin, elle a pris son temps. Je pense qu'elle a bien cerné ce que j'avais et en gros, elle m'a dit que ça allait pas être très grave donc il y a pas de raison de paniquer. Donc voilà, je retourne, chez ma pote, je finis mon week-end, défiguré. Du coup, hein, c'est un peu le sketch, j'ai un groupe d'amis, Facebook, donc voilà, je leur parle de ce qui se passe, je leur envoie une photo et on me renomme Picasso. Enfin voilà, tout le monde rigole et j'envoie un message quand même à mon boulot en leur disant, voilà: «Lundi, je vais arriver, au bureau, je suis, plutôt défiguré, donc ne soyez pas surpris, si vous me voyez arriver, avec l'œil blanc quand j'essaie de fermer les yeux et la bouche, qui part sur le côté et qui tombe. Quand j'arrive le lundi, bon, tout le monde est un peu surpris parce que ça fait quand même plusieurs semaines où ils savent, voilà, que j'ai une grippe, que je suis fatigué, et là, j'arrive avec la moitié du visage paralysé. Donc les gens sont un peu inquiets pour moi, mais quand je leur explique ce que la médecin, m'a dit, bon, bah, c'est tout, ils s'inquiètent pas plus que ça puisque moi-même, j'en rigole un peu. Enfin voilà, donc l'ambiance est plutôt détendue. Et donc du coup, je suis au bureau, une journée presque normale, mis à part cette paralysie donc. Et puis, après la pause déj, je retourne au bureau et je reçois sur mon portable un appel, masqué et normalement, je réponds jamais aux appels masqués. Et puis là, je sais pas pourquoi, je le fais quand même et en fait, au bout du fil, c'est mon médecin généraliste qui me dit qu'il a reçu mes résultats, d'analyse et qu'il aimerait bien me voir le plus rapidement possible. Moi, sur le moment, je suis un peu déconnecté, en fait et je lui dis: «Bah, je suis au Luxembourg, c'est un peu compliqué de revenir sur l'île tout de suite». Je lui dis: «Bon, bah, au mieux, je pourrais être là, le samedi». Elle dit: «OK, je vous vois le samedi 7h45, vous êtes à mon cabinet» et cetera, voilà. Et je lui demande évidemment de quoi il s'agit. Il me dit: «Je peux pas vous en parler au téléphone, faut que je vous voie, en rendez-vous». Je commence un peu à réaliser que voilà, c'est quand même bizarre qu'il m'a appelé, qu'il est pas capable de me dire quoi que ce soit au téléphone. Je commence un peu là à stresser et je me dis: «Bon, je vais prendre une pause, je vais sortir, puis je vais appeler une copine à moi de qui je suis très proche pour lui en parler, avoir un peu son avis». Et donc je lui raconte un peu tout ce qui vient de se passer. Et là, tout de suite, ma pote, elle me dit: «Mais qu'est-ce que tu fais? Genre, tu restes pas au Luxembourg, tu prends tes clics et tes claques et tu rentres à Lille, tu vas voir ton médecin, dès demain, en fait. S'il veut te voir, c'est qu'il se passe quelque chose et tu vas pas attendre une semaine pour savoir ce qui se passe. Ça fait des semaines que tu te sens pas bien». Et en fait, quand elle me dit tout ça, moi, je réalise qu'effectivement, il doit se passer quelque chose de grave. Donc moi, tout monte là, je commence à paniquer moi-même de mon côté. Enfin, je suis dans tous mes états dans la rue. Je rentre finalement après quelques minutes dans mon bureau où je travaille avec ma chef et elle voit tout de suite qu'il se passe quelque chose. Donc je lui explique en 2 mots et elle me dit: «Non mais effectivement, tu t'en vas, tu t'en fous, tu es en stage, ta santé d'abord. Enfin vraiment là, tu t'en vas du bureau, tu fais ta valise». Donc je sors du bureau, sur la route jusqu'à mon appartement, je réserve un covoiturage pour rentrer sur l'île, tout de suite. J'arrive, je fais ma valise en 2 secondes et j'organise aussi mon séjour, à Lille parce qu'en fait, je sens qu'il est en train de se passer quelque chose de relativement grave et j'ai encore de la famille à Lille, notamment mon père, mais je veux pas rentrer chez lui parce que malheureusement, j'ai perdu ma mère il y a 2 ans et mon père est encore, assez fragile et notamment sur tout ce qui est en lien avec les questions de santé. Donc moi-même, je suis hyper stressé. J'ai pas envie de le stresser lui, de devoir gérer son stress, surtout que je sais pas du tout ce qui est en train de m'arriver. Si ça tombe, c'est même pas si grave que ça, enfin voilà. Donc j'appelle, 2 amis et je leur demande si je peux loger chez elles, pendant quelques jours en leur expliquant la situation et cetera.
Donc voilà, je fais ma valise, je prends mon covoiturage, je débarque sur l'île, après les 3 heures de route et tout de suite, elle me demande, je leur raconte plus en détail et en fait, je passe ma soirée à parler de cette histoire. On essaie de comprendre, ce qui peut être en train de m'arriver, je me fais un peu tous les films possibles. Qu'est-ce que ça pourrait être? Donc je me dis: «Bon, qu'est-ce qui m'a prescrit comme analyse mon médecin?» J'ai fait ces fameuses analyses pour la maladie génétique du dos, j'ai fait des prises de sang, je regarde sur internet quel type de maladie on peut déceler en faisant des prises de sang. Je sais aussi que j'ai fait un check-up MST, je me dis: «Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que ça pourrait être le VIH?» Après je regarde aussi, pour les prises de sang, je vois que tu peux aussi voir, que tu as des leucémies quand tu fais des prises de sang. Enfin, j'imagine vraiment tout ce qui est possible et imaginable, au niveau de au niveau médical et en fait, c'est pas du tout, rassurant. J'en suis presque à avoir envie que ça soit, la fameuse maladie génétique, ça serait presque l'option la moins grave. Donc voilà, et encore une fois, je passe une nuit, où je dors quasiment pas, à être sur internet évidemment, ce qu'il ne faut pas faire, mais à regarder aussi plein de forums, sur des maladies, plus improbables les unes que les autres et bref, des témoignages pas forcément très gais et à 7h30 en fait, moi limite, je suis devant le cabinet parce qu'entre deux effectivement, j'avais rappelé le médecin généraliste pour décaler, mon rendez-vous au mardi matin et au bout de quelques minutes, donc mon médecin généraliste, arrive. Moi, j'étais déjà devant la porte. Il arrive, il me regarde pas, il regarde par terre, donc déjà je sens qu'il se passe quelque chose. Il me fait rentrer dans le cabinet, il me fait asseoir et il me lâche au bout de quelques secondes, «Bon, vous savez pourquoi vous êtes là?» Donc non, moi je sais pas pourquoi je suis là, c'est bien pour ça que je suis là, en fait et il finit par, me lâcher que mes résultats sont revenus positifs. D'accord, mais positifs, à quoi? Et en fait, j'ai vraiment l'impression de l'emmerder, qu'il a pas envie d'être là, qu'il a pas envie de répondre à mes questions, de me parler, enfin, j'ai vraiment l'impression de le faire chier, clairement. Il finit par me dire que mes résultats sont revenus positifs et que, j'ai le VIH. Le monde s'écroule un peu autour de moi. Tout de suite, j'ai les images, les années 80, les années 90, les films, type, Philadelphia, 120 battements par minute. Enfin voilà, je me vois déjà, sur mon lit de mort, enfin j'exagère mais à peine. Il voit que je suis, assez pâle et déboussolé en fait et là je sais même plus, quoi lui demander. Et quand finalement je reprends un peu mes esprits et j'essaye de lui poser des questions en lui demandant: «Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois faire?» et cetera. Tout de suite, il me coupe l'herbe sur le pied, il me dit: «Moi, je suis pas un spécialiste, du VIH, donc je vais pas répondre à vos questions. On va vous prendre un rendez-vous avec, une infectiologue et il s'occupera de répondre à vos questions». Je suis sous le choc, je suis célibataire, je suis gay, mais je me suis toujours protégé. J'ai toujours été hyper vigilant, avec ma santé sexuelle, je fais des tests tous les 6 mois, enfin, voilà. Alors certes, je mets pas de capote, quand je fais des fellations et cetera, mais qui le fait, en fait? Et est-ce que même on peut transmettre le VIH en faisant ça? Enfin, je me pose plein de questions et tout se bouscule dans ma tête, à ce moment-là et lui, il est d'aucune aide, il est expéditif et j'ai vraiment, vraiment l'impression de l'emmerder et que c'est une corvée pour lui. La seule chose qu'il fait, c'est me faire un questionnaire qu'il est obligé de faire quand le VIH, c'est une des maladies, à déclaration obligatoire, donc il doit me faire remplir un questionnaire avec plein de questions archi indiscrètes, auxquelles tu as pas du tout envie de répondre, au moment où on t'annonce que tu as le VIH, mais lui, il est archi méthodique et il prend aucune pincette. On finit ce questionnaire. Il finit donc par, m'aider à prendre un rendez-vous avec, cette fameuse, infectiologue qui, elle, pourra me donner des réponses et cetera et puis voilà, je suis dehors du cabinet en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Je me doute que je vais pas mourir demain, qu'en France, je devrais pouvoir, avoir accès à des traitements et cetera, mais je sais pas, en fait, ce qui va en être de ma vie sociale, de ma vie amoureuse surtout, ma vie sexuelle et je me dis: «Est-ce que, maintenant ça veut dire que je vais plus pouvoir avoir de relations sexuelles, sans me protéger, même si je suis en couple? Est-ce que ça veut dire que je vais tout le temps, stresser quand je vais me brosser les dents ou que je vais signer quelque part, et que je suis avec des amis?» Enfin voilà, je suis, dans tous ces questionnements et forcément, je suis paniqué et malheureusement, l'amie avec qui je suis peut pas vraiment répondre à mes questions. Elle est pas médecin et elle est aussi, assez choquée et touchée par la nouvelle, donc on est tous les 2 un peu démunis. Et en sortant tout de suite, en fait, je me rappelle que j'avais vu ce même médecin généraliste quelques mois plus tôt en revenant en France, donc en janvier, avant d'aller au Luxembourg et que je lui avais demandé d'avoir la PrEP. Il me dit qu'en fait, il sait pas ce que c'est la PrEP. Il connaît pas la PrEP. C'est un traitement qu'on peut prendre, quand on n'a pas le VIH. Si, je prends la PrEP et que j'ai une relation sexuelle avec un mec, sans mettre de capote ou que la capote craque ou, je ne sais quoi, je peux pas avoir le VIH si cette personne est contaminée par le VIH. Donc à ce moment-là, je me dis: «Bon, OK», j'insiste pas, enfin comme, je faisais quand même attention, c'était pas non plus une nécessité,
Je me dis: «Bon, c'est vrai que c'est relativement nouveau, c'est pas grave s'il connaît pas, si vraiment j'en ai besoin, je demanderai plus tard ou à quelqu'un d'autre», enfin voilà et puis c'est tout et je passe à autre chose et en sortant de chez le médecin, tous ces événements me reviennent et je me dis, «Putain, à 2 mois près, si j'avais pris la PrEP, j'en serais pas là aujourd'hui, en fait». C'est vraiment le destin qui se fout de ma gueule, quoi, en fait. Par chance, ma sœur est médecin, donc voilà, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très, très bien, en qui j'ai confiance et qui en plus a des, compétences médicales. Donc en fait, c'est la meilleure personne à qui m'adresser à ce moment-là. Donc on fonce chez elle, en voiture. Elle voit qu'évidemment je suis sous le choc, elle comprend qu'il se passe un truc et je lui raconte, un peu ce qui s'est passé et tout de suite elle est très rassurante en fait. Même si elle non plus c'est pas une spécialiste du VIH, elle est médecin généraliste aussi. Elle m'explique qu'aujourd'hui c'est plus comme dans les années 80-90, on vit avec le VIH. Elle prend quand même beaucoup de précautions, mais tout ce qu'elle me dit c'est de ne pas paniquer et qu'aujourd'hui on peut vivre avec le VIH, que je vais pas mourir demain et qu'en gros ça va aller. C'est tout ce que j'ai besoin d'entendre en fait à ce moment-là, surtout de la part de ma sœur et d'un médecin. Donc après avoir vu ma sœur, je suis quand même, assez rassuré, même si voilà, la pilule est très dure à avaler. Je pense plus qu'à ça, hein. Je fais des recherches partout, sur internet, je lis des témoignages, je regarde des documentaires, j'en parle aux quelques potes proches que j'ai mis au courant et qui essayent de me rassurer. Ça me fait du bien juste de parler, en fait, même si je suis en boucle pendant ces 2 jours-là, ça me fait du bien de parler. Mais je décide de pas en parler tout de suite au reste de ma famille parce qu'en fait, j'ai envie déjà moi de redescendre, de mieux comprendre ce qui est en train de m'arriver, de vraiment connaître les conséquences un peu de cette infection au VIH sur ma vie, pour que quand je leur annonce, je puisse, supporter leur stress et répondre à toutes les questions qu'eux aussi vont avoir et vont se poser légitimement. Et à ce moment-là, la paralysie faciale totalement secondaire. C'est-à-dire que là, pour le coup, peu importe en fait de l'apparence que j'ai, c'est tellement grave ce qui est en train de m'arriver, à côté que voilà. Donc c'est assez long, j'essaye de me changer les idées, tant bien que mal, et enfin le jour du rendez-vous arrive. J'achète un petit carnet dans lequel je note, la cinquantaine de questions que j'ai, à lui poser pour être sûr de rien oublier. Parce qu'en fait, une question en amène une autre et je me rends compte que même en lisant des choses sur internet, je sais rien et je me rends compte aussi que tout évolue très, très vite, sur les traitements, sur la prise en charge et cetera. Donc les témoignages que je lis de 2014 en fait, peut-être qu'ils valent plus grand chose et voilà, enfin bref. Donc j'essaie de mettre au clair le plus possible, ce que j'ai envie de savoir. Quel type de précautions je vais devoir prendre maintenant avec mes partenaires sexuels? Est-ce que je vais prendre un traitement toute ma vie? Si oui, quel type de traitement? Est-ce qu'il va y avoir des effets secondaires? Vraiment, énormément de questions que je pense beaucoup de gens se posent, quand ils ont un diagnostic, du VIH. Donc j'arrive chez l'infectiologue, c'est une femme, elle a la cinquantaine. Tout de suite en arrivant, je suis en confiance. Enfin, je me rends compte que, elle sait ce qu'elle fait, elle connaît son sujet, mais sur le bout des doigts. Elle connaît aussi la prise en charge, des patients qui viennent juste d'apprendre, ce qui leur arrive. Elle est très bienveillante dès le début, elle prend son temps pour m'expliquer plein de choses parce qu'en fait, ça coule pas de source pour nous, hein, et pour certains médecins, ils te balancent des termes, tu comprends rien. Elle, c'est pas du tout le cas, elle prend vraiment son temps. Elle est vraiment très à l'écoute, très pédagogue et je suis vraiment soulagé de voir qu'elle est bienveillante et qu'en plus, elle a, la réponse à toutes mes questions. Très rapidement, en fait, je me rends compte que c'est une femme qui a aussi un passé, assez incroyable, qu'elle est médecin infectiologue depuis, plus de 30 ans, une trentaine d'années et que donc du coup, elle a connu, forcément les années compliquées, du VIH/SIDA et que c'est pas anodin et c'est aussi pour ça qu'elle est aussi bienveillante et qu'elle est aussi engagée, en fait, dans sa prise en charge. On passe 1 heure et demie ensemble, elle répond vraiment une par une à toutes mes questions en m'expliquant tout, enfin, en prenant son temps. Elle m'explique aussi comment ça va se passer, que je vais avoir un traitement à vie d'1 comprimé par jour, qu'effectivement il peut y avoir des effets secondaires à ce traitement. Donc elle m'explique un peu les effets secondaires, potentiels, fatigue, diarrhée, difficulté à digérer, plaques sur le corps, enfin, il y a plein de choses. Mais elle me rassure tout de suite en me disant: «Voilà, il y a, très peu de gens qui ont tous les symptômes, très peu de gens qui en ont aucun et une majorité qui en ont un ou 2, mais qui se calment généralement avec le temps puisque le corps s'habitue en fait, aux médicaments et après quelques mois,
Ça se passe généralement très bien, et en plus elle est très optimiste sur la suite. Elle me dit: «Voilà, on a fait des progrès énormes ces dernières années, les traitements sont de moins en moins, nocifs, pour les reins, le foie», et elle me dit: «Voilà, ces traitements-là, vous les aurez sûrement pas toute votre vie, vous aurez sûrement des traitements encore plus efficaces au fur et à mesure», elle est vraiment très optimiste et ça fait du bien d'entendre ça. Elle me parle d'indétectabilité. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on prend, son traitement, contre le VIH, le taux de virus dans le sang est si faible que même si demain, j'avais une relation sexuelle avec un autre mec sans capote, je pourrais pas lui transmettre le VIH. Donc, voilà, c'est pareil, si je me coupe, que la personne à côté de moi se coupe et qu'on mélange nos 2 sangs, voilà, il y a pas moyen que je transmette le VIH, à qui que ce soit, si je prends mon traitement correctement. Pour moi, c'est vraiment une révolution. Enfin, c'est ce qui me faisait le plus peur, en fait, notamment sur ma vie amoureuse, ma vie sociale. C'est d'être toujours dans le stress de contaminer quelqu'un et que ça puisse être un problème, et cetera. Et là, en fait, ce qu'elle m'explique, c'est que ça va aller, en fait. Si je prends mon traitement correctement, il y a aucune raison que je transmette à qui que ce soit, et c'est un énorme soulagement, pour moi, en fait, à ce moment-là. C'est aussi avec elle qu'on prend le temps d'essayer de recouper les informations pour, comprendre comment j'ai pu être infecté, et en fait, assez rapidement, il y a une personne qui se démarque. J'avais fait des tests donc en janvier, qui étaient, revenus négatifs, et depuis, ce moment-là, j'ai, eu des relations sexuelles avec peu de personnes, et dans ces peu de personnes, il y a un mec, avec qui j'ai eu, une relation sexuelle au Luxembourg, et où la capote avait craqué. On avait fait l'action de se protéger, donc je m'étais même pas posé de questions. Enfin, j'avais même pas cherché après à prendre un traitement post-exposition ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, sur la fin, la capote, elle avait craqué, et puis voilà, c'est tout, ça arrive. Donc c'est la dernière personne avec qui j'ai eu des relations sexuelles. Donc voilà, pour moi, c'est cette personne-là, et ça peut être personne d'autre. Moi, je suis soulagé de 2 choses. Déjà, de pouvoir mettre un visage sur, la personne, et aussi, sur le moment où ça arrivé. Enfin, en tout cas, pour mon cheminement à moi, c'était important un peu de savoir ce qui s'était passé. Et le deuxième soulagement, c'est qu'après cette personne, j'ai pas eu de relation sexuelle, donc j'ai mis à risque personne. Et ça, c'est vraiment un point en moins. Je peux vraiment me focaliser sur moi et sur, ma santé, et pas, stresser, pour la santé des autres. Ce mec, je le connais pas si bien que ça, je sais pas comment il va réagir. Même si c'est lui qui m'a contaminé, c'est moi qui vais lui annoncer qu'il a le VIH, donc je sais pas comment il va réagir. Enfin voilà, donc je me dis une chose à la fois. D'abord, je vais aller mieux, avaler la pilule, et puis après on verra. Lors de mon rendez-vous avec l'infectiologue, j'apprends aussi que ma paralysie faciale, ça fait partie des symptômes de primo-infection. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les symptômes que j'ai eus depuis le mois de février, c'est des symptômes de primo-infection. Elle fait quand même très attention en disant: «Voilà, je suis pas neurologue, et de toute façon, des séquelles neurologiques, faut attendre plusieurs mois avant d'en savoir plus, et cetera». Mais elle me dit: «Vous êtes jeune, maintenant vous allez prendre un traitement contre le VIH, donc vos anticorps vont remonter, ça va aller mieux». Donc je repars de chez l'infectiologue, plein de réponses, rassuré, sur pas mal de choses quand même. Finalement, c'est que, 1 cachet par jour, c'est pas non plus la mer à boire. C'est comme la pilule, quoi, juste une alarme une fois par jour, et puis je prends mon cachet et on n'en parle plus. Donc voilà, c'est juste ça, et ça me rassure énormément, en fait. Je me dis: «Voilà, c'est juste ça, et je vais pouvoir reprendre, le cours de ma vie». 10 jours après mon rendez-vous avec l'infectiologue, je décide enfin de recontacter, la personne qui, je pense, m'a contaminé. Donc voilà, je lui écris un message, sur WhatsApp. Enfin, j'ai pas le courage de l'appeler directement, puis je le connais pas si bien que ça. Donc voilà, j'écris un message, hyper articulé, en expliquant de A à Z pourquoi je pense, et en fait je sais que c'est lui qui m'a contaminé, que voilà, moi, je lui dis tout de suite: «Je suis pas là pour te faire des remontrances ou pour t'incriminer, c'est juste pour, te prévenir». Je lui envoie même le test que j'avais fait, en janvier, qui disait que j'étais négatif en janvier, enfin voilà. J'ai un peu peur quand je lui envoie tout ça, qu'il me dise: «Oui, oui, j'étais au courant», ou un truc comme ça, et qu'il me l'ait pas dit, parce à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il aurait pu me prévenir, que ça aurait pu être évité, enfin. Et après l'histoire de la PrEP que j'ai pas pu prendre alors que j'avais demandé, j'ai pas besoin d'une deuxième histoire où j'aurais pu éviter, la contamination. Je l'ai au téléphone, il m'appelle, et je sens tout de suite quand il m'appelle que, il est pas en train de jouer la comédie, qu'il comprend pas ce qui se passe, qu'il est très surpris, il me dit: «Mais tu sûr que c'est moi? Moi je vais bien, je comprends pas». Parce que oui, en fait, il y a plein de gens qui sont contaminés par le VIH et qui ont pas de symptômes de primo-infection comme moi j'ai eu.
Et je lui dis: «Mais de toute façon, ça te coûte rien, va te faire tester». Je sens qu'il est sincèrement paniqué, qu'il comprend pas ce qui se passe et il est pas du tout agressif avec moi, il est juste dans l'incompréhension et dans la panique, en fait, je pense. Quelques semaines après le coup de téléphone avec donc ce fameux mec, je reçois un message où il m'explique qu'effectivement il a été voir un médecin, qu'il a passé les tests et qu'il est séropositif. Donc voilà, il s'excuse même de ce qui s'est passé. Puis moi je lui réponds voilà qu'il y pouvait rien. Enfin voilà, je me projette aussi, hein, ça aurait très bien pu être moi, si j'avais pas eu de symptômes, j'aurais pu être à sa place. Donc enfin je sais qu'il a pas fait exprès et c'est tout, c'est la vie. Donc voilà, je lui envoie un message un peu comme ça où on se quitte. Je sais qu'on se reverra probablement jamais, mais on part en bons termes et on s'est jamais reparlé après ça. Je vais à la pharmacie, je récupère mon traitement. Donc on fait une dernière soirée avec ma meilleure amie où on boit des coups, on mange gras, on se fait plaisir, etc. En me disant bon bah en fait on sait jamais, je préfère en profiter maintenant, c'est pas ce qui m'attend après. C'est le premier jour du reste de ma vie où je vais prendre ces cachets et donc je commence le traitement, très angoissé. Et puis en fait, assez rapidement, je me rends compte que non seulement j'ai la chance d'avoir quasiment aucun effet secondaire, mais en plus, je retrouve toute mon énergie en fait. Parce que j'étais complètement à plat, parce que j'avais plus de défense immunitaire. Et là, avec les traitements, assez rapidement, je vais beaucoup mieux, j'ai plus les poussées de fièvre, j'ai plus tous ces symptômes, et je retrouve de l'énergie et la personne que j'étais en fait avant tout ça, enjouée, motivée, dynamique. C'est vraiment une renaissance et je suis hyper heureux en fait. Donc, au fur et à mesure des mois, ma charge virale diminue. Par contre, mon visage est toujours, paralysé et là, ça fait déjà, 2-3 mois que mon visage bouge plus du tout. Enfin, il y a vraiment aucune amélioration. C'est même pas, c'est lent et cetera. C'est que la partie gauche est totalement paralysée et ça bouge pas du tout. Enfin, j'ai encore la bouche qui tombe vers le bas, l'œil qui se ferme plus, le sourcil qui se lève plus et cetera et cetera. Et j'ai un peu plus de mal à gérer parce que c'est quand même, très visible. Enfin, les gens me regardent dans le métro, en se demandant un peu ce qui m'arrive. J'ai l'un de mes colocs que je voyais jamais, qui m'a revu après plusieurs semaines en me disant: «Ah, mais ça va, tu le visage paralysé, t'es au courant?» Alors, certes, c'est qu'un problème d'esthétique, mais un visage, c'est une carte d'identité sociale et c'est dur à supporter, en fait, à ce moment-là. Surtout que je lie quand même pas mal, cette paralysie, au VIH et c'est comme si je portais un peu le VIH sur mon visage. Donc c'est vraiment, très compliqué, d'avoir cette paralysie qui persiste. J'ai tout de suite décidé quand j'ai su que j'avais le VIH de pas en faire un tabou. Mais, là, du coup, voilà, dès que les gens me demandent qu'est-ce qui t'est arrivé au visage et que tu obligé de raconter toute l'histoire, enfin voilà, les gens sont pas forcément intéressés non plus, mais en même temps, j'ai pas envie de le cacher. C'est très lourd, à gérer et j'ai vraiment envie de retrouver un visage. L'infectiologue m'avait donné quand même une ordonnance pour que j'aille faire des examens neurologiques. Elle m'avait dit d'attendre, quelques mois pour les faire et donc déjà j'arrive, dans un cabinet, il y a le secrétariat qui est dans la salle d'attente et la secrétaire, elle a aucun tact. Enfin, en gros, t'arrives, c'est nom, prénom et cetera, antécédents médicaux, mais elle gueule dans toute la salle d'attente, devant tout le monde et donc forcément, bah, voilà, moi je lui dis que je suis séropositif au VIH et cetera, mais je suis hyper mal à l'aise en fait. Enfin, je suis dans un cabinet, neurologique, où je me retrouve à gueuler que j'ai le VIH. Je dis rien et j'ai juste envie de voir le neurologue et de savoir ce qu'il en est. Alors, examen, laconique, il me prend, en 2 secondes, il regarde ce que j'ai, hop, il lit VIH, sur sa fiche, il dit: «OK». Il me fait passer l'examen, qu'il devait me faire passer, pour mesurer l'activité électrique, que j'ai au niveau du nerf, périphérique et puis au bout de 2 secondes, il me dit: «Ah non mais, non, non, c'est mort, hein, là vous récupérez rien, là, il y a plus d'activité électrique, c'est tout, vous serez comme ça, toute votre vie et vraiment ciao, bye». Donc je ressors de là, clairement, je pleure. Je suis au bout de ma vie, j'appelle mes potes, je leur raconte, enfin tout le monde est vraiment, hyper mal pour moi, essaye de me rassurer et cetera, et en fait, en parlant avec une de mes amies, elle me dit: «Mais attends, il faudrait que tu en parles à notre amie allemande et cetera, que j'ai connue quand j'étais en Erasmus». Parce que cette fameuse amie allemande, elle est neurologue, en fait. Peut-être qu'elle pourra t'en dire plus. Et donc j'appelle cette fameuse, copine allemande qui est neurologue. Tout de suite, en fait, elle est, assez rassurante. Enfin, je comprends quand même que, au niveau des séquelles neurologiques, en gros, personne ne peut rien te dire. Enfin, c'est, vraiment au petit bonheur la chance et donc c'est ce qu'elle me dit, mais ça me fait déjà du bien d'entendre ça. C'est en fait, il peut pas savoir. Certes, ce qu'il peut te dire, c'est, il y a peu d'activité électrique ou il y a pas d'activité électrique au niveau de tes nerfs, mais, en fait, ça peut très bien repousser, même recommencer à pousser ou à revenir, après des semaines ou des mois, même s'il y avait rien précédemment. Enfin, voilà. Et il faut que je continue à essayer de mobiliser, mon visage, la partie qui est paralysée, elle me redonne de l'espoir.
1 mois après avoir vu mon infectiologue et commencé mon traitement, je suis assez bien mentalement. J'ai repris aussi du poil de la bête, j'ai de l'énergie, je suis dynamique, enfin je vais beaucoup mieux. Et donc je décide que c'est le moment pour en parler à ma famille. Et puis j'ai énormément de chance parce que ça se passe très très bien. Évidemment, c'est pas une bonne nouvelle ni pour mon père, ni pour mes grands-parents, qui comprennent que ça va bien aller. Je leur explique tellement de choses, j'ai tellement d'informations en fait à leur donner qu'ils ils savent même pas quelles questions poser. Et évidemment, c'est un choc et c'est pas une bonne nouvelle, mais tout de suite, je les rassure. Ça pose aucun problème et ils sont là pour moi et ça se passe très bien. 4 mois après l'apparition de la paralysie faciale et de mon diagnostic, je quitte enfin le Luxembourg et je décide, avant de reprendre un autre emploi et cetera, de vraiment profiter de l'été et de partir en vacances avec des potes avec qui on fait souvent des road trips. Et donc on part aux Philippines pendant plusieurs semaines ensemble et donc là, c'est vraiment le paradis, quoi. Après l'année que j'ai passée dans la grisaille avec toutes ces nouvelles, merdiques, c'est vraiment, on est au soleil entre potes, on voit plein de choses, on rencontre plein de monde, enfin c'est vraiment top. Et en fait, durant ce voyage, je suis devant une glace et je vois un petit mouvement presque imperceptible de ma bouche et donc ça bouge un petit peu et donc je décide d'aller me coucher en me disant: «Bon, OK, peut-être que tu es en train de t'inventer quelque chose, que tu as tellement envie que ça bouge que tu es en train de voir que ça bouge, mais en fait, ça bouge pas du tout». Donc je vais me coucher. Le lendemain matin, je me réveille et je suis presque stressé dans mon lit, parce que j'ose pas, en fait, aller à la salle de bain pour vérifier si ça bouge encore, ou si j'ai tout inventé la veille. Et finalement, quand j'arrive enfin devant une glace, ça bouge encore. Alors c'est minime, hein, enfin, faut s'imaginer que rien n'a bougé pendant, des mois. Donc quand il y a un frémissement, du côté gauche, c'est énorme pour moi, en fait. C'est vraiment la meilleure nouvelle, celle que j'attendais, enfin voilà. Donc à partir de ce moment-là, je fais plus que essayer de bouger ma partie gauche du visage. Voilà, toute la journée, je suis en train d'essayer de remuer la partie gauche, pour la mobiliser le plus possible et essayer que ce frémissement se transforme en mouvement et puis en sourire, puis en tout ce qu'il faut. Je reprends aussi, de la kiné pendant plusieurs semaines qui m'ont permis de récupérer, franchement, énormément. Enfin, déjà une symétrie au repos, ce qui est déjà énorme, en fait. Donc déjà, quand je parle pas, je suis à peu près symétrique et ça n'a pas de prix. Je réapprends à fermer l'œil totalement aussi, donc ça, c'est quelque chose aussi qui est top parce qu'en fait, depuis, plus de 4 mois, je dors avec un scotch sur l'œil ou en collant mon œil, sur l'oreiller et dès que je me décale, mon œil est ouvert, donc je me réveille avec l'œil sec, tous les matins. Je peux remanger des spaghettis. Avant, voilà, si j'essayais ne serait-ce que de manger des pâtes bolo, c'était une cata, j'en foutais partout. Donc là, de nouveau, je peux remanger des spaghettis proprement. Enfin voilà, c'est plein de petites choses, qui sont des petites victoires, du quotidien. Puis après ces quelques semaines de récupération intensive, ça se calme, de nouveau. Je sens que les progrès sont beaucoup plus lents, puis jusqu'au moment où ça n'avance plus trop. Mais j'ai déjà récupéré assez pour retrouver un visage, normal. Donc je suis très heureux. J'ai plus le sourire que j'avais avant, mais après tout ce qui s'est passé, je m'en contente et c'est très bien comme ça. C'est mon nouveau sourire et je m'y habitue. Aujourd'hui, je suis indétectable depuis plus de 2 ans. J'ai retrouvé une vie, sexuelle et une libido, normale. Parfois, je dis à mes partenaires que j'ai le VIH, parfois je le fais pas parce qu'en fait, des fois, ça se prête pas, c'est pas dans la conversation et puis, en fait, juste parfois, j'ai la flemme de dérouler toute cette histoire, qui est quand même assez intense, voilà, ça fait aussi partie de ma vie privée. En plus de ça, effectivement, à chaque fois que je raconte l'histoire, c'est à chaque fois faire de la pédagogie. Il y a des fois où j'ai l'énergie et je suis archi content de le faire et d'expliquer aux gens et que le plus de personnes possible soient au courant. Et il y a des fois où juste j'ai juste pas le courage de parler de ça, juste j'ai envie de parler d'autre chose. Et aujourd'hui, en fait, ce que ça représente, pour moi, le VIH dans ma vie, c'est une pilule tous les jours et puis, un rendez-vous, tous les 6 mois avec mon infectiologue, qui en fait me permet de juste suivre ma santé de près. Donc je suis presque en meilleure santé que que tout le monde parce que tous les 6 mois, je fais une prise de sang, un check-up total, de ma tension, une prise de sang, les MST, enfin voilà. Franchement, je l'oublie au quotidien, hein. Ça me définit pas du tout. Ma vie, elle est pas impactée. Après, c'est vrai qu'il y a encore un décalage entre, la réalité du VIH et par exemple les clichés, mais aussi les lois qui sont en vigueur. Il y a plein de pays où malheureusement aujourd'hui je peux plus, aller en voyage, où je peux plus obtenir un visa de travail parce qu'ils acceptent pas les personnes, séropositives, comme, la Russie ou même l'Australie. On croirait pas, mais en Australie, je peux plus avoir un visa de travail aujourd'hui. Donc, OK, je peux mentir sur les formulaires, mais si à l'aéroport je me fais choper avec, mes boîtes de médicaments, je me fais envoyer à la case départ, voire, je peux aller en prison. Si je souhaite faire un prêt, à la banque,
je vais avoir des taux qui sont complètement démentiels parce que j'ai une affection longue durée et que c'est comme si quelqu'un qui avait un cancer voulait faire un prêt à la banque. Or, moi, mon espérance de vie aujourd'hui, elle est la même que tout le monde. Donc, si un jour je veux ouvrir mon entreprise, acheter une maison ou quoi que ce soit, voilà, ça va être une galère. Je vais devoir mentir ou bien je vais devoir payer beaucoup plus cher que tout le monde, quoi. Et puis la dernière chose, c'est effectivement sur la vie de famille. Donc voilà, moi je suis gay, donc l'option que j'avais toujours eue en tête, parce que j'ai potentiellement envie de construire une famille un jour, c'était l'adoption. On sait que l'adoption pour des couples hétéros, c'est compliqué. Pour des couples gays, c'est encore plus compliqué. Mais alors, des couples gays où l'un des deux partenaires ou les deux partenaires sont séropositifs, faut oublier. Enfin, ça n'arrivera pas, ou ça me prendra des années, ou alors on donnera que des enfants avec des pathologies eux-mêmes. Enfin voilà, c'est clairement, il faut que j'envisage des plans B, C et D, parce que on va pas me rendre la vie facile parce que je suis séropositif. Moi, je suis quand même assez surpris dans ma bande de potes, notamment. J'ai plein de potes femmes qui connaissent mon histoire, etc., et qui ont encore des relations sexuelles non protégées, donc elles mettent pas de préservatif avec des mecs qu'elles connaissent pas forcément énormément. Et évidemment, je suis pas dans le jugement et chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, c'est pas que la maladie des gays. Aujourd'hui, je vis une vie normale. Je vis en Espagne. Je bosse sur mes projets. Je vois quelqu'un. Cette personne n'a aucun problème avec mon statut sérologique. Cette histoire, elle m'aura permis de me rendre compte qu'il faut savoir s'écouter, que quand on n'est pas bien et que ça fait des semaines que notre corps nous envoie des signaux, il ne faut pas hésiter à prendre le taureau par les cornes et aller faire des examens. Et rien de bien grave, mais voilà, je fais attention à ma santé et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 315, un témoignage recueilli par Laura Taouchanoff. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et habillage musical, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son et montage, Victor Benamou. Musique, Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Christophe Caron. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.